Oyez, oyez, chère audience. Ce soir, vous entendrez une courte histoire de vaillance et de bravoure. Un jeune dauphin qui par la force doit reconquérir son royaume. De ceux qui le suivirent pour son triomphe. Et de robots géants. Galliant. Tel est le nom de ce théâtre d'enluminure animée qui fut cousu en l'an de grâce 1984 sur le lointain royaume de Nippon et fut pendant longtemps condamné à la langue de ces lieux. Seule une traduction dans le langage anglo-saxon existe à ce jour. Prévu à l'origine pour 50 chapitres, le peu de succès et les manques à la vente de poupées mécaniques inspirées du spectacle réduisirent l'aventure de moitié sa durée. Car oui, Galliant est une série de combats qui mettent en valeur moult machineries gigantesques, armures mécaniques conçues pour guerroyer contre l'ennemi. Ce théâtre a l'avantage d'être conçu par Ryosuke Takahashi. Non, point celui-ci. Ryosuke Takahashi est mal connu, mais ceux qui ont ouï son nom reconnaissent en lui le ménestrel qui accomplit dans l'endémique genre de la machinerie géante ses meilleurs représentants avec Votoms ou Gazaraki. Mettant en exergue l'aspect politique des situations, poussant au maximum la précision et le réalisme de l'usage de ces belles machines, en ressortent des récits d'une grande rigueur et surtout d'une grande intelligence. Parmi tous ces textes, Galliant est certainement le moins accompli. Rapport à un récit bien trop classique, mais surtout à sa conclusion précipitée. Mais ce n'est qu'un leurre qui dissimule des concepts d'une grande fascination pour celui qui s'y intéresse. Galliant est d'un soin évident, porté par son aspect visuel qui lui donne par nature tout son intérêt, qu'importe la qualité de sa narration. Situé dans quelques mondes moyenâgeux, il compte l'introduction d'une technologie anachronique, bien trop avancée pour les natifs qui croient là à quelque sorcellerie. Sorcellerie ce n'est point, comme ils le comprendront plus tard. Mais d'où ces armes peuvent-elles venir? Ont-elles été transportées de quelques mondes lointains et indicibles? Que nenni, car ce sont des profondeurs de leur propre sol dont elles viennent. C'est ainsi que se lève l'automate de bien des zones éponymes, le Galliant. Magnifique pièce d'horlogerie qui a d'ailleurs pour capacité de se dissimuler sous terre, une idée iconique qui hélas sera abandonnée une fois dépassée la première moitié du roman. Comme il est bien dommage que la machinerie du titre tente à se transformer de diverses manières. Cela trahit non point une utilité pratique, mais de basses intentions marchandes reflétant l'aspect de quelques jouets. Jouet qui sera vendu aux enfants spectateurs, dont le spectacle ici-bas n'est que le véhicule de promotion. Pour sûr, cela est attendu dans ce type de production, mais les nouvelles capacités métamorphes ne font que s'enchaîner en dépit de toute vraisemblance, excepté celle de correspondre à cette poupée plastique vendue en complément. Reste qu'il est indéniable que le Galliant, ainsi que les panzers de cavalerie, des mécanismes à la parade Centaure, sont un véritable plaisir à mirer. Une beauté qui transparaît à chaque image, pour toutes les autres machineries combien même celles-ci servent à la destruction. Les joutes sont d'une excellence, que l'épée qui tranche et transperce dans le métal n'est-il point impressionnant à voir. L'incursion de ces machines, et leur usage par une population dépassée par ces nouveautés, suffit à créer un contexte passionnant. Dans quelques mondes lointains, voici la planète de Harst, sur lequel on trouve le royaume de Vorder. Apparaissent quelques sorcelleries noires dirigées par un homme puissant et ambitieux, Mardoul. Cette sorcellerie prend la forme de machines incréables,
qui réduit archers et cavaliers à l'impuissance. Ces machines meurtrières sont découvertes à même le sol par le Seigneur Noir, mu par quelques savoirs qui échappaient jusqu'alors aux natifs. Ainsi, il se fait conquérant et assujettit royaume et population grâce à sa science venue d'un autre monde. Les résistants comprennent rapidement que de telles armes sont également à leur portée et tentent de les excaver à leur tour. Hélas, ceux-ci sont inutilisables et leur réparation au-delà de leur savoir. Tout serait perdu, mais à l'insu de tous, sauf de quelques personnes tenues dans le secret, vit encore l'héritier disparu du trône de Vordeur, dont le roi fut jadis vaincu puis tué, et la reine emprisonnée dans un étrange sommeil artificiel qui fige sa beauté dans le temps. Cet enfant de 12 années n'est autre que le prince Jordi, élevé par le chevalier Azouvès, qui l'éduque au combat et à la stratégie, mais qui lui a dissimulé sa véritable destinée, car en tant que prince, sa tête était mise à prix. C'est ainsi que sous le nom de Jojo, lui et ce qu'il croit être son grand-père font route vers la Vallée Blanche, rare poche de résistance contre le prince noir. Azouvès s'accroche à une ancienne légende, celle d'une arme puissante qui pourrait renverser le cours de la bataille, car tous savent que chaque légende renferme une part de vérité. C'est dans la Vallée Blanche que Jojo, guidé par une jeune jouvencelle de 2 ans son cadet et future femme, découvre l'espérance d'Azouvès, le Galient. Une étrange lumière l'aveugle et le plonge en quelque transe. On le retrouve aux commandes du Galient, où il abat d'une main possédée l'envahisseur venu chercher conquête. Jojo devient alors symbole d'une résistance contre l'usurpateur Mardoul. Quoique surpris d'avoir une telle responsabilité, le prince Jordi est la seule personne, de par son symbolique statut royal, habilité à rassembler des hommes prêts à se battre contre Mardoul. Autour de lui, la population de la Vallée Blanche qui voit en lui leur plus grand espoir. Son faux grand-père Azouvès qui veille sur lui, Sami Chouroulou, le bandit Red Window qui se prend de sympathie pour sa fougue et surtout pour la mystérieuse fée Ilmoka qui éduque Jordi dans son combat. Elle semble en savoir long sur Mardoul et sur les mystérieuses machines qui engrainent la terre de guerre et de destruction, car elle seule connaît leur fonctionnement et sait comment les réparer. Quoique conseillant Jordi, sa présence trahit des enjeux plus grands que la simple reconquête de Harst. Enjeu qui se cristallise dans le conquérant noir. Mais quel serait le secret derrière le mystère de ce Mardoul ? Le spectacle fait légèrement penser à son aîné d'un an Dumbine, issu du grand nom du fief Sunrise, Yoshiyuki Tomino. Autre récit mélangeant fantaisie et machinerie, bien que les instruments ressemblent à des insectes volants et non à des cavaliers en aume. Cependant, l'aîné ne fait point grand cas de son univers, préférant le reléguer au mélodrame peu convaincant, improvisé et déstructuré, pour ensuite suivre le tracé d'une précédente production, Space Runaway Ideon. Galient est-il moins éparpillé, malgré quelques incohérences mineures. Mais d'un autre côté, le théâtre tombe dans un roman classique, qui file une ligne trop droite et attire l'ennui. Ainsi se présente le monde de Galient. Car d'abord elle porte l'apparence de la sorcellerie, du merveilleux, du fantastique. De par même la tromperie de son chant de présentation, dont la mélodie fut inspirée par le chant, tandis que la guitare le roi, des ménestrels scarabées, qui annonce une quête mystique où le fils entend la voix de son père lui dire qu'un jour le royaume revivra au terme d'images projetées dans son esprit, images dont il n'a jamais été question au sein même du récit. Une tromperie qui jette le voile erroné de la fantaisie, quand derrière le rideau de l'illusion ne se cache en vérité que fiction savante dure. Fiction savante car point de magie, seuls quelques mécanismes mis en œuvre, ainsi qu'une grande emphase sur la stratégie et l'aspect politique. Là est la première originalité de ce conte. Cet aspect est destiné à camper un monde reculé, ignorant de ces armes étranges, cultivées de leur sol, et qui pourtant frappent en leur sein pour les conquérir. Une thématique qui se retrouve dans leur ignorance des enjeux et des mondes au-dessus d'eux, et par lesquels ils se trouveront dépassés. L'audience se révèle alors en avance sur les héros eux-mêmes. Bien avant eux, ils comprennent, car le récit leur en donne facilement les clés,
que Mardul n'appartient point en Arst. Au contraire, il est issu des astres, et dans les astres, il veut s'en retourner pour ensanglanter les étoiles. C'est par la fée Ilmoka que ces enjeux se révèlent, car Ilmoka, tout comme l'ennemi, n'est point issue de ce monde. Loin d'être une fée, elle est une observatrice mandée pour observer la situation sur Arst, obéissant à ses seigneurs connus sous le nom de l'Alliance des planètes, parfois appelée Fédération par la traduction officieuse anglophone. Un organisme qui semble régir un ensemble de mondes éparpillés dans les étoiles que d'aucuns appellent la galaxie de Kreskent. Craignant les actions du tyran, Ilmoka a pris sur elle d'agir sans le consentement de ses maîtres afin d'aider le peuple résistant contre Mardul. Cela lui causa du tort, car ainsi elle agit contre le principe de non-intervention qui devrait régir sa mission. Un principe qui rappelle grandement la directive première que l'on mirait tantôt dans Star Trek. L'Alliance ne semble que le reflet, ou même un calque sans fantaisie ni rajout, d'un organisme mondial que le spectateur croisera dans sa propre vie. Un calque, puis-on dire une rotoscopie de ce monde, qui implique une sensation indescriptible de platitude là où elle ne devrait être. Cette impression puis naître de la superposition de cette idée trop terre à terre à un monde présenté sous le mode de la légende et de l'épopée. La mise en scène discrète accorde un aspect grandiose à son récit de par sa narration et sa musique orchestrale qui, bien qu'elle n'attire point sur elle-même l'attention, à dessein, imprègne ce théâtre d'une couleur épique. Mais on ne mélange point le chat et le chien, et il faudra quelques chapitres pour que cette sensation étrange disparaisse. Mais c'est un fait, jamais la narration ne prend de détour, elle semble n'être que trop droite et sans surprise, car ceux-ci sont discernables par le spectateur. Mais ne croyez point que l'audience, malgré son savoir avancé, soit plus intelligente que les héros. Les combattants d'Ars se sont dotés d'une grande réflexion et d'une forte logique, justifiant leurs actions de manière toujours adéquate. Leur capacité logique ouvre la voie à des affrontements mus par stratégie intelligente et réfléchie qui leur donnent un sel particulier. 敵は我が軍の戦力を削ぐと同時に進撃の速度を落とし時間を稼ごうとしている。それは白い谷の防備の遅れを表し、王子自らの出撃は敵の主力兵器の少なさを語っている。そこで我が軍の取るべき作戦行動は空から奇襲、白い谷への。C'est bien de par leur intelligence qu'ils forment une stratégie de défense viable contre Mardul, lequel est un adversaire formidable. Le prince Jordi a toutes les qualités d'un véritable dirigeant. Même lui est imprégné de cet intellect qui régit tous les personnages, malgré son très jeune âge. Rarement, il ne se comportera en jeune enfant, même s'il a du mal à se fondre dans son rôle de prince, qui lui réclame de mettre de côté ses propres désirs. Il ne peut que présenter un visage sérieux et déterminé, un protagoniste adapté à l'âpre lutte qu'il devra engager, mais aussi un personnage froid qui prouve l'échec des intentions du réalisateur, qui voulait montrer un enfant énergétique et affable, ainsi que le prouvent les bandes annonces figurant à la fin de chaque chapitre. Seule sa promise Chourlou peut rappeler sa jeunesse et sa légèreté, elle qui n'a, de par son jeune âge, que peu de place dans l'intrigue, à part pour quelques actions de soutien efficaces, et celle qui, avec Ilmoka, tente de déceler les sentiments de son ami, car lui-même ne les laisse paraître. Il n'y a qu'elle et le compagnon Red Window qui apportent de la légèreté au récit en formant ensemble un duo comique avec une proximité étonnante mais tout à fait engageante. Car, à l'image de son héros, le récit prend un tour plus froid, non sans émotion, mais misant plus sur son intelligence que sur les états d'âme des héros, un vecteur qui le rend moins accessible que prévu. Ainsi, la première moitié du roman est, oui, ennuyeuse. Le spectacle est d'autant plus exigeant, car il prend le temps qu'il lui faut pour introduire et développer ses cartes. Ce n'est qu'en sa moitié que Galient consent enfin à déployer son véritable jeu. L'enfant Jordi, protagoniste du récit, semble n'être lui-même qu'un élément perdu dans les grands événements qui se déploient autour de lui.
お前は間違ってるはずなんだ。 Si il a à reconquérir son royaume et son trône, Jordi sur ce point, comme un enfant il pense, peut-on dire, car sa véritable raison profonde n'est point de se hisser à la hauteur de son rang, pour lequel il a déjà toutes les qualités, mais bien de retrouver le sein maternel dont il a été privé. Kidnappé par Mardoul, placé par quelque maléfice dans un sommeil de glace qui fige ses traits dans le temps, la quête du jeune prince ne trouvera son terme qu'à la libération de sa génitrice. Il aura du mal à s'accommoder de la nécessité moins égoïste de sauver son peuple. Mais sa quête est encore trop classique et se lie mal aux thèmes développés par son mortel ennemi. Ces thèmes écrasent finalement la quête du héros, car en effet Galient ne se révèle fascinant que par le biais de son antagoniste, l'ambitieux Mardoul dont le projet diabolique dépasse même le simple terrain d'Arst. Ennemi lointain dont l'âge ou les blessures forcent à se reposer chaque soir dans un bassin réparateur, Mardoul est le seul personnage dont la force de caractère commande à la mise en scène des effets plus grandiloquents, elle qui d'habitude reste humble. Mardoul n'est en effet pas de la race commune des hommes, qu'ainsi le prouve son front proéminent et son regard perçant rouge. Il impose respect et admiration à des hommes qu'il choisit précieusement pour l'accompagner, dont le chevalier Aishulat, jeune homme impétueux qui ne saisit que trop mal les ambitions de son maître. Mais qu'en son fort intérieur il sait grandiose, il ressemble fortement au personnage de Keiko, issu de la fameuse enluminure animée Votoms, autre réalisation de Takahashi, non point celle-ci, qui précédait Galient. C'est parce qu'ils partagent le même dessinateur. Mais de Keiko, il n'en a que l'apparence. Ce jeune homme sert de rival au prince Jordi. D'abord, il lui vient d'aider son maître à le recruter, car celui-ci est impressionné par la valeur et la force du garçon, et renouvellera maintes fois son offre de le rejoindre pour envahir les astres. Et dans cette offre point peut-être une sorte d'empathie paternelle. Mais à côté de ce respect ressenti par Shulat, pointe un soupçon de jalousie dans la valeur qu'accorde son maître à cet enfant qui toujours le met en déroute. Un homme ambitieux et borné qui n'est point éduqué au savoir de Mardoul, mais lui est et restera fidèle. Certainement le personnage le plus complexe du récit, bien qu'il ne soit point abouti, sa jalousie étant étrangement mise de côté vers la fin de l'épopée. Mardoul porte ainsi sur ses épaules toute la saga, de par son ambition démesurée, qui dépasse même l'imagination de ses proches. Cette ambition qui donne tout son sens au récit n'est révélée que tardivement. Et c'est pourquoi il serait plus sage de n'en rien dévoiler. Sage certes, mais alors en passant cet élément sous silence, toute description du récit ne serait qu'incomplet, que ceux qui souhaitent ignorer les révélations qui sont en passe d'être exposées suivent là l'horaire donné, et que restent au contraire tous ceux qui, pour une raison ou une autre, souhaitent entendre le projet dissimulé de Mardoul. Si Mardoul veut provoquer les cieux dans une guerre sanglante, semer la terreur et la destruction, ce n'est point pour conquérir, mais pour devenir l'objet de haine de tous les peuples des étoiles. Non point pour les unifier, mais pour les réveiller. Un dessein qui est proche de celui de Congelman, maître du royaume de Koumen du deuxième quart de Votoms, où il n'est toi qu'une intrigue secondaire. Les habitants des astres sont sous le joug d'une torpeur apathique qui les rend indolents et mornes, et cette indolence leur vient d'un confort extrême administré par leur civilisation avancée, si avancée qu'elle a réduit à néant toute forme de conflit. Alors, l'absence de conflit a fait de ces gens de simples automates dépossédés de leur âme. Ainsi le plan de Mardoul va-t-il ressembler à l'opinion de ses cuistres, prétendant que la jeunesse désaxée et imbécile devrait s'embraser dans une guerre afin d'avoir pour enseignement la valeur de la vie et la discipline. Mais cela pense à soumettre, donc à fortifier leur régime. Mardoul entend le détruire en attaquant les esprits, afin que le feu de la haine brise le conditionnement de la civilisation. C'est parce que Galient présente une situation allégorique
L'Alliance qui régit les terres n'est certes point maléfique, gardien d'un statu quo décrépit, mais par la paix, il contrôle et domine ainsi la population. Il s'agit là d'une inversion, et Mardul le défend avec une belle rhétorique. Pour lui, le conflit est nécessaire à l'homme, car il ne peut exister autrement qu'en agissant. C'est pourquoi le confort de la paix est un mal. Mon petit, cette guerre, et c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Les auteurs cependant reconnaissent la folie d'un tel plan, bien trop sanglant, car le prince Jordi s'y refuse. Hélas, en voulant arrêter ces sombres desseins, il doit galvaniser les peuples à combattre les forces de Mardul, agissant malgré lui telle la deuxième face d'une même pièce, force du bien utile à son ennemi. Le héros écrasé par la personnalité du conquérant ne trouvera point de moyen de résoudre ce paradoxe pourtant formidable, car la résolution sera tout autre. En insufflant la haine dans le cœur des peuples, Mardul menace le contrôle de l'Alliance sur les étoiles. Pour le mater, il lui envoie un sombre mécanisme inhumain et avancé, à l'image de ses commanditaires. Ceux-ci se refusant même à le décrire comme arme, l'engin étant une vision si aseptisée de la destruction que ce qualificatif lui est ôté. Cette non-arme est capable d'annihiler des mondes entiers à distance. C'est ainsi qu'il compte effacer Mardul et les peuples qu'il a réveillés, leur solution pour mettre fin au chaos. Mardul, garant d'une idée ancienne du combat et du conflit, s'est heurté à celle issue d'une civilisation plus avancée. On pourrait voir là une comparaison entre deux formes de guerre par rapport à l'avancement technologique. Cependant, ce n'est point commenté dans l'épopée elle-même, ni tant développé. Le spectateur perspicace pourra alors se demander s'il s'agit là de surinterprétation. Non, pas du tout, c'est vrai. Si, pourquoi mettre en doute la grande parole d'écran baveux? Seriez-vous hérétique? Le récit semble régler ces points d'intrigue de manière efficace. Il serait difficile, sans en avoir aucun savoir, de réaliser que l'épopée fut interrompue en sa moitié, et la fin prévue avancée pour terminer cette saga avortée. La nécessité de réaménager la fin montre peut-être quelques stigmates, quelques incohérences discrètes lovées dans les chapitres 20 et 21, ou même plus. Eussent-elles continué, rumeurs prétendent que l'on aurait révélé qu'Ilmoka avait Mardul pour ascendance. La moitié du récit aurait été marquée par le départ du Seigneur Noir dans les étoiles, poursuivi de près par le prince et son armée. Dans sa quête pour arracher sa mère des griffes de Mardul, le jeune Jordi aurait peut-être découvert le monde des astres contre lequel Mardul voulait guerroyer. Et avec lui, l'on aurait compris comment l'Alliance agissait sur cet univers, créant une définition plus précise du pouvoir de cette organisation qui hélas fait défaut. Ainsi, à la conclusion où Mardul plaçait ses espoirs envers Jordi, on n'y trouvait hélas point la vision que celui-ci aurait eue pour faire face à l'Alliance, ce qui peut-être aurait été possible dans ses plans étendus. Mais ce qui reste est tribut d'une richesse intellectuelle que l'on aurait tort d'ignorer à cause d'une narration trop ennuyeuse et trop classique, car bien des idées fascinantes y sont dépeintes et traitées jusqu'à leur terme. Accompagnant cette trop courte saga, un petit spectacle supplémentaire qui ne fut diffusé que sur ces larges galettes réfléchissantes ou ces boîtiers de plastique avec ces longues bandes noires, le dénommé Crest of Iron, qui ne continue ni ne développe l'épopée originale. Elle transforme les différents protagonistes dans un contexte tout nouveau, et l'histoire devient une tragédie du pouvoir où l'ambitieux sacrifie la chair de sa chair pour obtenir la toute-puissance. Alors, les automates géants gagnent une aura véritablement mystique, accomplissant le passage de ce récit dans la fantaisie bien plus sombre et crépusculaire, laquelle n'a pour unique but d'aboutir sur un affrontement mémorable. Jamais autant d'efforts n'aura été déployé pour iconiser la machine. Bien. Sachez que le gouvernement spatial, grâce à algorithmes et intelligence artificielle détecteurs d'irrégularités, ont fini par gruger qu'Écran Baveux achetait des bots pour élever le compteur de vue des non-spectateurs.
C'est pour cela, cher ami, qu'il est temps de prendre la tangente et de rester discret, afin de ne point se faire serrer par les spatiophiles. A plus dans le bus.